Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je m'appelle Dmitry Sokolov. Je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Pixel et qui est basée sur Nancy, donc au sein du laboratoire qui s'appelle le Lauria. Je suis informaticien, je suis maître de conf en informatique. Et donc, moi, j'ai à cœur à calculer des choses. Juste des algorithmes, juste des preuves, ça ne m'intéresse pas. Dans cette présentation, il y aura du code. Donc là, je vous préviens direct. Donc, je m'intéresse au traitement numérique de géométrie. Le terme anglais pour ça, c'est Geometry Processing. Donc, historiquement, dans notre équipe, nous nous intéressions à tout ce qui est la synthèse d'images, à savoir le rendu. Pensez tout de suite aux films d'animation, les jeux vidéo et des choses comme ça. Et dernièrement, nous avons shifter le centre de gravité, le centre d'intérêt de notre équipe vers la physique computationnelle. Et donc notre particularité, c'est que nous utilisons des méthodes qui sont issues initialement de la synthèse d'images pour la physique computationnelle. Et nous, je ne fais pas de simu moi-même. Par contre, je prémâche les datas pour les simus. Donc nous nous intéressons à tout ce qui est maillage et remaillage des objets. Donc, ce n'est pas aux demi-journées de pôle calcul que je vais expliquer qu'un maillage, c'est important. Mais bon, si vous prenez la vision NASA 2030, ils disent que là, maillage, c'est le goulot d'étranglement de calcul d'aujourd'hui. C'est plus de 80% de ressources pour faire des simus numériques sont dépensées en création de maillage. Donc, nous travaillons là-dessus. Tout d'abord, pourquoi maillage? Donc, comment est-ce qu'on représente un objet à l'intérieur d'un ordinateur? C'est super simple. Donc, imaginez un objet, n'importe lequel, un avion, sur lequel je veux représenter une fonction. N'importe lequel, une pression d'un truc, une température. Comment est-ce que je représente une fonction sur un objet? Et il y a 36 000 solutions pour pouvoir représenter ça à l'intérieur d'un ordinateur. On est obligé de découper notre avion en tout petits bouts. Et sur chacun de ces petits bouts, définir une fonction simple, une constante. Pour ceux qui sont outrés par des constantes, on peut avoir des polynômes d'ordre élevé ou voir des bases de fonctions non polynomiales. Mais donc, l'idée, c'est oui, on va découper notre objet en petits bouts, par exemple des triangles pour des surfaces, ou des tétraèdres pour des volumes, ou voir des quads, ou des hexaèdres. Donc, c'est ça ce qu'on fait chez nous dans notre équipe. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de calcul de cartes. Donc, en anglais, on dit map. En français, j'aime beaucoup le mot carte. Je préfère l'utiliser, malgré le fait que, généralement, le map, on traduit comme une application. Application, ça ne me convient pas. Parce qu'on perd les notions de voisinage, de fait que ça peut glisser. Je viens de Géodif, moi. Donc, des applications dans des espaces discrets, ça ne m'intéresse pas. C'est très bien, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Donc, là, je vais parler de cartes. Et qu'est-ce que c'est qu'une carte? C'est ni plus ni moins une déformation d'objets. Donc, je vais parler de cartes, non pas au sens géographique de terme, mais au sens de « nous allons déformer des objets ». Pourquoi? Je peux donner un exemple. Ça, c'est notre spécificité dans notre équipe. C'est ce qu'on fait à la longueur de la journée. Typiquement, nous avons un domaine que nous voulons mailler. Et là, en l'occurrence, je veux le mailler, non pas avec des petits triangles, mais je veux le mailler avec des petits quads. Donc, quadrilatères. Comment faire ça? Et c'est là où notre background en informatique graphique joue le rôle. Ce que nous faisons, nous calculons une carte. Donc je prends la flèche, je la découpe un peu, et je déforme la flèche un peu découpée, de sorte à ce que les bords de la flèche soient alignés avec les axes de système de coordonnées. Okay, donc maintenant, tous les bords, sauf là où j'ai découpé, tous les bords maintenant soit verticaux, soit horizontaux. Une fois j'ai calculé cette carte-là, c'est une carte,
Donc, je peux dessiner une grille régulière dans l'espace paramétrique, et je peux appliquer la carte inverse sur la grille régulière dans l'espace paramétrique. Et ça me définit une quadrangulation de mon objet. OK? Donc, typiquement, là, c'est un exemple d'application des cartes que moi, je développe dans notre équipe. Enfin, avec mes collègues, bien évidemment. Tout pareil, ça marche en 3D. Hein. Si je prends le Toblerone, je peux le couper, l'ouvrir, et donc déformer de sorte à ce que ces bords soient alignés avec les axes du système de coordonnées. Je prends la grille qui est en orange là, je rétroprojette sur mon objet, ça me crée un maillage hexaédrique de mon objet. Donc hexaèdre, des petits cubes déformés. Donc les cartes, c'est vraiment omniprésent. Et mon talk est centré sur comment calculer des cartes contraintes, bien évidemment. Et je ne peux souligner suffisamment le côté invertibilité. Typiquement, pour faire ça, il me faut savoir calculer l'inverse de ma carte. Il faut que la carte soit inversible. Ça, c'est super important. Bon, bien évidemment, les cartes, c'est beaucoup plus puissant que juste ça. C'est utilisé un peu partout. Là, je me suis amusé à prendre... j'ai fait un séminaire comme ça au MIT. Et donc, je me suis amusé à prendre, juste pour un de leurs labos, je suis allé sur leur page de publication, et j'ai juste picoré, à droite, à gauche, il y en a plein des articles qui utilisent des cartes à un moment ou à un autre. Donc là, c'est la liste de publis du labo du MIT. Donc, bien évidemment, avant nous, les gens savaient calculer des cartes. Hein. Soyons d'accord. Là, il n'y a pas de révolution ici. Le souci, c'est que, avant nous, ces calculs ont été restreints à un certain type de déformation, donc limitant comme ça le domaine d'applicabilité des choses. Donc, remontons un peu dans le temps. Donc, l'origine du problème, c'est les cartes ont été introduites pour représenter la surface de la Terre. Donc, finalement, ça n'était qu'une question de mise à l'échelle de la Terre avec la carte. Mais imaginons à un instant, juste un instant même, que la Terre ne soit pas plate, mais plutôt ronde. Okay, je suis désolé pour la blagounette. Donc, si on voulait calculer la carte, on serait obligé de faire une incision sur notre boule et de calculer l'aplatissement de la surface. Donc, on prend la boule, on fait une incision, ça nous transforme l'objet en un disque topologique que ensuite nous pouvons aplatir. Et bien évidemment, je veux faire ça en minimisant des distorsions et des choses comme ça. La propriété la plus fondamentale de tout ce processus, c'est l'invertibilité de la carte. Je le souligne, je le ressouligne. Il faut que je puisse aller entre l'objet et sa carte, aller-retour, sans aucune ambiguïté possible. Quand je pointe un point sur la carte, il faut que je sache de quel point sur la Terre est-ce que je pars. Ça va ? Très bien. Donc, là, c'est le plan de ma présentation. Je vais commencer doucement avec le calcul de cartes en 1D. Ça nous permettra de poser des bases. Donc, une carte en 1D. Imaginez que je veuille mapper donc, ce segment bleu sur l'autre segment bleu. Et les courbes qui sont là, je veux, pour faire simple, à travers toute la présentation, je vais calculer des cartes qui seront contraintes sur les extrémités. Ce n'est pas obligatoire, juste c'est le plus simple pour expliquer. Donc je veux que ce point aille ici, et l'autre extrémité aille sur l'autre extrémité. Et donc du coup, là, les courbes rouges et vertes me représentent deux cartes différentes, donc façon de mapper un segment sur un autre. Rouge et vert, un peu de sémantique.
Le vert, ça me va, le rouge, ça ne me va pas. Pourquoi est-ce que ça ne me va pas? Tout simplement que si je prends un point dans l'image, sur la carte, il correspond à plusieurs points dans le segment initial. Donc du coup, la carte rouge n'est pas inversible. Et ça, c'est vraiment problématique. Je veux avoir une bijection entre les deux. Le vert, ça va. OK. Je propose de calculer la première carte. Donc, toute première chose, comment est-ce qu'on représente un objet ou une carte à l'intérieur d'un ordinateur? Eh bien, on peut le découper un petit morceau, notre segment. Et donc, par exemple, on peut représenter notre carte. Donc, je mappe le domaine x, y, z vers u, v, w, enfin x vers u. Et typiquement, je peux représenter la fonction u de x comme fonction affine par morceau. Donc ça, c'est vraiment le coup classique de FM, ordre 1, comme il faut. Très bien. Je vous ai promis du code. Voilà du code. Donc là, c'est un tout petit bout de code en Python. Je définis un tableau, qui lui, il est dessiné là. Okay, donc ça, c'est un tableau, et ça me représente une carte de mon segment ici, vers là. Cette carte, attention, n'est pas inversible. Hein. C'est pas monotone, ça ne me va pas. Et du coup, ce que je fais un processus super simple. Je fixe, donc je fais un certain nombre d'itérations, et je modifie le contenu de mon tableau. Donc je fais une boucle de 1 à la taille moins 1, ce qui veut dire que mes extrémités sont fixées, et pour un nœud I, je le mets au barycentre de ses voisins. Et ce, un certain nombre de fois, allez, 128 fois. Que va-t-il se passer? Comment? Donc, bien évidemment, la carte va évoluer dans le temps. Qu'est-ce que ça sera? Ce sera juste un bout de droite. Hein. Donc, moi, jamais de piège. C'est pas le genre de la maison, je ne pose jamais de piège. Donc, après la première itération, donc, intuitivement, si je prends ce point-là et je le mets au barycentre de ses voisins, ça va me couper, ça va me lisser les pics dans mon signal. Et donc, si je fais ça un certain nombre de fois, bien évidemment, en lissant tout le signal, on va arriver sur une droite. Touc, 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 touc. Et effectivement, nous arrivons sur un segment. Y a-t-il moyen de prédire le résultat sans cette intuition? Y a-t-il un moyen de faire une analyse un peu plus rigoureuse? Bah, bien évidemment. Et pour faire ça, je propose de mettre de côté pour l'instant l'exemple, on va y revenir. Et je propose de retourner à la troisième, à la seconde, et de nous intéresser à la solution des systèmes linéaires. Donc, je veux résoudre un système linéaire où les connus, c'est fait en rouge, c'est marqué en rouge, et les inconnus en vert, et les inconnus en rouge. Donc, je veux résoudre ce système. Comment faire? Eh bien, ce que je peux faire, je peux balancer U1 dans la partie gauche de mon équation, et le reste dans la partie droite de mon équation. Donc, je peux réécrire le même système sous cette forme-là. OK? Donc ça, c'est super simple. Et donc, quand même, je suis informaticien, je veux résoudre non pas à la façon d'école, mais je veux résoudre avec un ordi. Donc, je donne déjà une solution approchée. Donc, x0, 0 en superscript, c'est une approximation de ma solution du système linéaire. Par exemple, 0, vecteur 0, c'est toujours une approximation. Quel que soit le vecteur, c'est toujours une approximation. Donc, je pars d'une approximation. Et ce que je fais, je plug ce vecteur dans la partie droite de mon équation, de mon système que j'ai réécrit. Et comme ça, ça me permet d'avoir la mise à jour de mon vecteur d'approximation. Et donc, si je fais ça un certain nombre de fois, ça va converger vers la vraie solution. Bien évidemment, sous certaines conditions sur les coefficients de mon système. Hein. Typiquement, par exemple, sur la diagonale, ce serait bien que je n'ai pas de 0. Hein.
Les vraies conditions, c'est sur des rayons spectraux de la matrice, mais bon, n'en parlons pas, tout va bien se passer pour nous. Donc, si je répète le processus un certain nombre de fois, je vais converger vers la vraie solution. Et donc ça s'appelle une méthode de Gauss-Seidel, donc une méthode itérative de solution des systèmes d'équations linéaires. Revenons à notre mouton. Donc ça, c'est le code. Et il s'avère que ce code-là résout avec Gauss-Seidel ce système linéaire. Donc, le premier nœud est fixe, le dernier nœud est fixe, les valeurs viennent juste du tableau, et au milieu, je mets UI au barycentre de ses voisins. Et donc, finalement, ce que je fais, je calcule une fonction, échantillonnée bien évidemment, je calcule une fonction U avec des contraintes au bord, telles que la seconde dérivée est nulle. Parce que là, ça n'est que les différences finies d'ordre 2. Chaque ligne me représente la seconde dérivée de ma fonction. Et bon, contrainte fixe, seconde dérivée d'ordre, donc seconde dérivée nulle, bien évidemment, c'est une droite. Super. Donc là, on vient de résoudre le dp, c'est une équation de Laplace. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour introduire doucement toutes les notions. Mais il y a deux choses qui sont à retenir ici, importantes. C'est qu'une carte, on peut la représenter par une fonction affine par morceau, polynomiale, peu importe. Et que les morceaux là, donc les morceaux affines, peuvent être obtenus en résolvant un système d'équations. Donc c'est comme ça que l'on va procéder pour le reste de la présentation. Donc maintenant, gagnons une dimension. Donc allons en 2D. Allons voir ce qui se passe en 2D. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer de calculer des cartes à bord fixe. Donc je prends un maillage qui est donné, le carré, et je vais mapper le bord du carré sur un cercle. Ok? Et donc du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je fais des nœuds à l'intérieur? Et bien, c'est super simple, on a déjà eu une solution qui a marché en 1D, essayons-la en 2D. Éventuellement, ça va marcher. Donc, je vous ai promis du code, il y aura du code. Donc, je crée un maillage, et ce que je fais un certain nombre d'itérations de Gauss-Seidel, que pour chacun nœud IJ, parce que bon, c'est une grille régulière que j'ai, pour chaque nœud IJ, je mets à jour la coordonnée U et la coordonnée V de ma carte. Pile pareil qu'avant. Je le mets au barycentre de ses voisins. Donc il n'y a rien qui a changé, c'est exactement pareil qu'en 1D. Et bien, il s'avère que c'est la version discrète d'équation de Laplace. Donc on résout l'équation laplacien de U égale 0, à bord contraint. Et M. Tut a prouvé que la solution que l'on obtient, un 2D uniquement, ça ne marche qu'en 2D, la solution qu'on obtient, c'est une carte valide. Valide, ça veut dire que nous n'avons pas de maille retournée. Donc c'est une carte bijective, à condition que le bord soit convexe. Et donc, ça, c'est le premier résultat. C'est le premier résultat avec une garantie théorique. C'était fait en 63, et c'est cette année que nous avons apporté second résultat théorique. Donc nous savons mapper des objets avec des bords non convexes. Donc bien évidemment, ce n'est pas nous les génies, c'est basé tout ça sur des décennies de recherche, mais en tout cas, des garanties théoriques, 63, 2021. Il n'y en a pas eu entre les deux. Ok. Donc là, c'est le plan de ma présentation. Je vais vous présenter 3 méthodes de calcul de cartes, et je vais les affronter à des cas d'essai de plus en plus compliqués. J'ai 3 cas d'essai, 3 méthodes. Donc du coup, là, un binding de Tut
donc le simple équation de Laplace. Sur le disque, ça se passe nickel. Mais dès que le bord devient plus convexe, ça peut donner des cartes avec des inversions. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais ici, il y a des mailles qui sont retournées. Donc du coup, nous avons perdu la bijection. Et bien évidemment, donc sur la chicane, déjà, ça pose un problème. Si je fais une espèce de Z comme ça, là, c'est carrément grave. J'ai perdu la bijection, et ça, c'est pas bien. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, encore une fois, équation de Laplace, un médiane de Tutte, c'est parfait pour des bords convexes. Pour des non convexes, non. Et bien, pareil, dans les années 60, il y a eu une seconde idée de optimiser, non pas pour U de X, pour la carte directe, mais optimiser la carte inverse. J'ai le même jeu d'inconnus qu'avant. J'ai mon carré dont le bord est mappé sur le cercle, et je veux calculer une carte U de X, mais je vais résoudre l'équation sur Laplacien de X égale 0, et non pas Laplacien de U égale 0. Comme j'ai le même jeu de variables qu'avant, donc il me faut intervertir les variables dépendantes et indépendantes, et après avoir fait ça, cette équation-là, je peux la réécrire de cette façon-là, où j'ai le tenseur métrique de mon application U. Et bien, il s'avère que, pour résoudre ça, sur un maillage régulier, par exemple, donc là, j'ai une grille, je peux discrétiser l'équation avec des différences finies d'ordre 2, pas de souci, et j'ai un système quasi-linéaire à résoudre. Donc, c'est un système quasi-linéaire, dans le sens où, pourquoi est-ce que c'est quasi? C'est les coefficients AI, BI, CI et DI dépendent de ma carte, mais donc du coup, ce que je peux faire, je peux les fixer, résoudre un système linéaire, recalculer les coefficients, résoudre un système linéaire, et ainsi de suite. Et donc du coup, j'ai une suite de systèmes linéaires que je résous, et espérons que ça converge vers la bonne solution. Donc ça, c'est le code. C'est exactement pareil qu'avant. Je définis une grille régulière, je fais un certain nombre d'itérations de Gauss-Seidel. Pour chaque nœud IJ intérieur de ma carte, je mets à jour le nœud IJ. Après, bon, c'est un peu décoré avec un peu plus de calcul, c'est pas très intéressant, mais le système est toujours le même. Eh bien, testons-le. Sur le disque, ça se passe bien. Sur la chicane, ça se passe bien. Il n'y a pas d'élément inversé ici, alors qu'il y en avait avant. Par contre, sur le Z, il y a des éléments inversés, même si c'est moins pire qu'avant. Pourquoi est-ce que calculer la carte harmonique inverse, c'est mieux que la carte harmonique directe? Eh bien, je propose de voir ça avant d'arriver à une autre solution. Donc, au tout début, l'équation de Laplace, delta U égale 0, c'est équivalent, personne ne lit les petites lignes de contrat, c'est équivalent à minimisation de l'énergie de Dirichlet, celle-là, donc je réécris la même chose sous forme variationnelle. Donc je minimise la trace du tenseur métrique de mon application. Donc en soi, ça c'est un problème de minimisation. Si vous appliquez des équations de Lagrange là-dessus, vous tombez sur delta U égale 0. Ok. On peut essayer de faire la même chose sur la carte inverse, parce qu'on a vu que pour la carte inverse, ça a marché mieux. Réécrivons sous une forme variationnelle. Donc, c'était fait en 82. Pour résoudre delta x égale 0, je peux, c'est exactement la même chose que de minimiser cette fonction-là, où je divise la trace du tenseur métrique par le déterminant jacobien. Okay, donc quand j'interchange les variables dépendantes et indépendantes, j'arrive à cette
condition-là, sous condition, à cette formulation-là, variationnelle, sous condition, bien évidemment, que la solution, c'est un difféomorphisme. Ça, c'est important. OK, donc ça, c'est un continu. Que fait-on si on a un maillage? On peut reformuler ça, on peut discrétiser. Et donc ça devient à minimiser une fonction f qui dépend de la jacobienne en tout point. Et la fonction f, c'est trace du tenseur métrique divisé par le déterminant jacobien si le déterminant est positif, et c'est infini si c'est négatif. Donc ça, c'est un problème avec une barrière, et cette condition-là vient du fait que la solution doit être un difféomorphisme. Donc du coup, je ne peux pas avoir des retournements dans ma solution. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Ça, c'est une énergie polyconvexe à minimiser. Donc, intuitivement, qu'est-ce qui se passe? Si je démarre avec une initialisation valide, je n'ai pas de maille retournée. Et je commence ma minimisation, celle-là. Donc je suis informaticien, moi. J'ai un point initial et je glisse pour minimiser la fonction. Eh bien, le fait que nous divisions par le déterminant jacobien, ça veut dire qu'une maille ne voudra pas se retourner. Parce que pour se retourner, elle devra passer par un état où le déterminant est nul. Et diviser par 0, c'est cher. Donc du coup, cette formulation-là, ça nous suggère une barrière que le système d'opti ne voudra pas traverser. Et ça, c'est super cool. Le souci ici, c'est que, attention, là je vous donne, donc nous allons travailler vraiment sur ça, mais nous n'avons pas d'algorithme qui permet de calculer une carte si nous n'avons pas d'initialisation valide. Parce que si on en a une, c'est facile. Si on n'en a pas, dériver des plus infinis, c'est compliqué. Donc, avant de vous montrer comment on peut faire, donc avant de vous montrer l'algorithme, je veux vous donner les solutions de ce problème. Et après, on verra comment on calcule ces solutions-là. Donc, disque, pas de souci, chicane, pas de souci, le Z, aucun souci. Donc, et c'est vraiment le fait que cette fonction-là possède une propriété barrière qui nous interdit le retournement des mailles. Ceci étant, donc encore une fois, on a un problème dont la solution est bonne, mais on n'a pas de façon pour trouver la solution. Et c'est là où nous arrivons. Donc, l'idée de comment est-ce qu'on va faire, c'est on va minimiser la fonctionnelle de Winslow. Ça s'appelle assez souvent fonctionnelle de Winslow en littérature, même si Winslow lui-même n'a jamais publié de formulation variationnelle. Mais bon, on va nommer d'après lui des choses. Okay. Et cette fonction-là, par abus de notation, je vais réécrire comme la trace du tenseur métrique divisé par le max 0 et déterminant de J. Donc quand je divise par 0, encore une fois, abus de notation, excusez-moi, c'est pour dire plus infini. Okay. Comment est-ce que ça va m'aider? Ça va m'aider, c'est que si je trace la fonction max de 0 dj, j'ai 0 dj. Ok, donc là, j'ai une fonction comme ça. Et ce que je vais faire, je vais introduire une régularisation de cette fonction-là. J'introduis cette fonction-là, qui, elle ressemble à mon max 0 dj, et qu'un epsilon tend vers 0, ça tend vers la fonction. Par contre, cette fonction-là, elle est bien lisse, définie partout, elle est bonarde. Donc, l'idée, c'est de résoudre, donc reformuler ce problème-là comme un problème de limite où epsilon tendrait vers 0 de cette fonction-là, où le diviseur est régularisé.
OK? Donc, ça nous permet de démêler des maillages qui sont emmêlés, et donc de retourner les mailles qui le sont. Donc, en pratique, une carte, bien évidemment, on la représente avec des éléments P1, Q1, P2, Q2, peu importe. P1, c'est le plus simple. Donc, du coup, j'ai la position des sommets. Donc, mes variables, c'est la position des sommets dans le domaine de la carte. Donc, je discrétise le problème. Je pars d'une solution initiale, peu importe laquelle. Ça peut être une solution nulle. Mais ce serait bien qu'elle respecte déjà les contraintes que vous voulez imposer. Et ensuite, je bouge les sommets en calculant des deltas de comment je dois bouger. Et donc, comment est-ce que je fais? Pour chaque itération, pour déterminer le delta, je choisis soigneusement mon epsilon et je résous le delta en utilisant une méthode de Newton ou de quasi-Newton pour le faire. Et donc, notre apport à nous, c'est que nous avons une stratégie de choix des epsilon. Donc, je dois calculer une limite avec epsilon qui tend vers 0. Donc, nous avons une stratégie de choix d'epsilon qui nous garantit, sous certaines hypothèses quand même sur la boîte à outils que nous utilisons pour minimiser, qui nous garantit que nous retrouvons une carte valide à un nombre fini d'itérations. Et ça, c'est super important. Donc là, nous avons les premiers résultats théoriques d'entangling de maillage. Et bon, en pratique, c'est quelques dizaines d'itérations généralement, avec des matrices définies positives. Donc ça, c'est le code qui m'a permis de calculer la dernière ligne de mon tableau 3.3. La forme, c'est un peu pareil qu'avant. Donc, je définis mon maillage, je fais 10 itérations de quasi-Newton ici. Donc, je définis une énergie, je lui donne la carte actuelle, je calcule l'énergie et le gradient pour cette carte-là, et le BFGS là-dessus, 10 fois. Et bon, là, j'ai une formule pour calculer l'epsilon qui me garantit que le résultat sera bon. Voilà. Et bien, testons les choses. Donc, un domaine de rendu, quand on calcule des cartes, le premier sanity check, c'est vraiment pour montrer... Parce que quand même, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur le problème. Et donc, le premier test, avant même de commencer à parler, c'est prenons un carré, bloquons le bord et échangeons 2 points de place. Donc je prends le carré, je tire 2 points de façon super violente. Pas de souci, une fraction de seconde, je démêle le résultat. OK? Et donc, la formulation complète de ce qu'on propose. Donc nous définissons la fonction de régularisation. Nous définissons des mesures de distorsion de ma carte. Donc là, typiquement, c'est une mesure de distorsion de la forme des éléments qui est régularisée comme ça. Donc ça marche en 2D et en 3D. Le D, c'est la dimension, c'est 2 ou 3. Mais je peux aussi bien, donc jusqu'à présent j'ai fait ça, j'ai optimisé pour la forme des éléments, mais en soi je peux aussi très bien optimiser pour la taille des éléments. Donc si j'optimise déterminant plus 1 sur déterminant, ça va me pénaliser le fait de grossir aussi bien que le fait de rétrécir. Et bien ce que je vais faire, je vais résoudre ça plus lambda l'autre. Donc j'ai 2 termes concurrents dans mon énergie. Il n'y a pas de souci, cette énergie-là est polyconvexe quand epsilon est nul. Nous perdons la polyconvexité quand epsilon n'est pas nul, mais on n'est pas loin de la polyconvexité. Et cette méthode-là est robuste de façon mais surprenante. Ça marche. Donc pour tester ce que ça fait, donc là c'est la rest shape. C'est la forme qui est en repos. Et par les points rouges, je représente les contraintes que je mets sur ma rest shape.
Donc là, j'ai fixé ces points-là, et ces points, je les ai un peu bougés. Et bien ça se comporte de façon élastique, tout à fait intuitive pour un humain. Il aurait pu choisir l'autre solution où le pont serait vers le bas, mais le glo-glo en haut nous a interdit. Il a préféré celle-là. Pareil, si je prends les points et je les bouge en bas, j'ai cette solution-là. Donc c'est vraiment intuitif, c'est comme un bout de caoutchouc qui se déforme. Donc, le paramètre dont j'ai parlé, à quoi est-ce que ça correspond? C'est un compromis entre la préservation des angles et la préservation des aires. Bien évidemment, je ne peux pas préserver les deux si j'ai des contraintes. Donc une isométrie parfaite, ça n'existe pas généralement. Donc du coup, si le lambda est nul, j'ai que ce terme-là, je préserve les angles. Je calcule des curves conformes contraintes. Si le terme il est très grand, je préserve les aires et je sacrifie les angles. Donc là, c'est une comparaison. Nous avons pris un benchmark de nos collègues chinois, américains, qui composent près de 11 000 problèmes. Donc là, ils ont publié en 2020 une méthode, et j'ai testé la robustesse de leur méthode versus notre méthode pour des différentes initialisations. Donc je prends la statue de Lucie, et je veux la mapper sur la lettre P. Donc je mappe ça ici. Et donc je pars avec 3 initialisations différentes, juste un embedding de tut qui comporte des inversions ici, tout dégénéré à un point, ou une initialisation juste random. Tous les points sont placés de façon aléatoire dans la boîte englobante. Du et al. Donne 3 solutions différentes. 2 solutions différentes parce que là, ils échouent. Nous, on donne à l'erreur numérique près la même chose. Donc là, on converge vers quelque chose de bien. Et donc là, on passe aisément leur benchmark, bien mieux que eux. Donc généralement, ça c'est les temps de calcul. Chaque point, c'est un problème que nous avons résolu. Donc ça c'est un plot de la taille du problème, log-log, vers le temps de calcul qu'il nous a fallu pour y arriver. Et donc là, vous pouvez voir que ça va de une centième de seconde à quelques minutes. Voilà, donc ça c'est un autre stress test. J'ai généré un maillage tétraédrique de cubes soustraits d'un autre cube. Et ensuite, j'ai tourné le bord de cube en terme. Et bien évidemment, ça me produit des éléments retournés. Je contrains ça et je dis démêle-moi. Et donc, il n'y a pas de souci, j'arrive à démêler, même avec des distorsions assez sévères, où le cube antérieur, j'ai tourné de 180. Ce qui est particulièrement compliqué parce que c'est un point de sel. Il y a 2 solutions équivalentes, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais on y arrive. Donc le truc que je vous montre, il est robuste de façon surprenante. Donc, la route est un peu glissante. Dans le sens où, déjà, en 2D, nous n'avons jamais croisé, pas une seule fois, un cas qu'on n'a pas pu traiter. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, j'en ai pas vu, et nous avons résolu des millions de problèmes. En 3D, ça peut échouer, pas en théorie, mais quand on bosse avec des ordis, quand même, on représente des choses avec la virgule flottante, et ça peut être compliqué d'avoir des méthodes d'opti qui bossent, par exemple, avec de très grandes anisotropies. Et quand nous avons des variations d'anisotropie dans un maillage, ça peut être challenging. C'est un défi numérique. Donc pas mathématique, mais numériquement, ça peut être instable. Chose amusante, c'est que
Absence d'éléments retournés, ça ne veut pas dire invertible. Donc là, pour l'instant, je vous ai parlé d'avoir le déterminant jacobien positif. Ça ne nous garantit pas l'invertibilité. Donc, nous pouvons avoir des overlaps globaux de chevauchement comme ça, ce qui n'est pas un problème, parce que localement, ça reste invertible. Là, pour ce point-là, nous perdons l'invertibilité. Donc, absence d'éléments retournés, et c'est ça que nous garantissons, ne nous garantit pas l'invertibilité. Ceci étant, on peut traiter ça. Par exemple, si je plonge, donc si je fais une optimisation bimatérielle, si je plonge ça dans un domaine que je fixe sur le bord, j'aurai pas de problème, j'aurai un truc bien invertible. Okay, c'est vraiment le bord fixe qui peut poser problème. Et pour du bimatériel, pas de souci. Donc, si plonger dans un volume, ça n'est pas une option, on peut avoir les deux coverings. Donc, un fait amusant, imaginez que je veuille aplatir cette surface-là. Cette surface est composée de 12 triangles équilatéraux. Et la solution naturelle voudrait dire que on prend le disque topologique, on l'écrase, on obtient ça. Attention, pour notre énergie que nous avons définie là, ceci est un minimum local de la fonction. Ça, on ne peut pas avoir... Donc je prends et je plie. Je plie un triangle sur deux, donc que l'on voit avec le parcours sur le bord. Ce truc-là ne peut pas arriver chez nous parce qu'il y a des éléments retournés. Là, c'est classe. Ici, il n'y en a pas d'éléments retournés. Il n'y en a pas d'éléments retournés, mais cette carte-là n'est pas invertible parce que ça représente un 2 covering. Ça représente un 2 covering. C'est le minimum global de la fonction définie là-dessus. Et au milieu, nous perdons l'invertibilité. Donc, ceci peut être embêtant. Bien évidemment, on ne peut pas transformer celui-là en celui-là de façon continue. Il nous faut quelque part sur la route inverser des points, mais numériquement, ça peut arriver. Donc, en soi, on peut le traiter. C'est juste pour dire, si on a un point avec 3 voisins, 3 triangles voisins, ça ne peut pas arriver, pas assez de degrés de liberté pour faire un 2 covering. 4 points, ça ne peut pas arriver, pas assez de degrés de liberté. 5 voisins, peut arriver. Donc, regardez, donc j'ai le contour A, B, C, D, E. Donc A, B, C, D, E. Donc là, j'ai un double covering au milieu. Et bien évidemment, si j'ai plus de voisins, je peux avoir non seulement 2 coverings, mais 3 coverings, et des choses comme ça. Je peux faire plusieurs tours autour d'un point. Et ça, comme je vous ai dit, on peut traiter en soi. C'est pas vraiment un souci. Si je rajoute à ce maillage-là encore un triangle en plus, parce que dans tout ça, mon énergie est définie juste par triangle, je ne parle pas de la connectivité des triangles. Si je rajoute à ce maillage-là un triangle en plus, superposé sur mon triangle, là, j'obtiens un sommet avec 4 voisins, et comme j'ai dit, il n'y a pas assez de degrés de liberté pour que ça s'inverse. Du coup, avec un triangle en plus, ça interdit les 2 coverings là. Pour cette configuration, il me suffit d'ajouter 2 triangles en plus, et ça interdit les doubles coverings. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas de tweaking d'optimisation elle-même, de la boîte d'optimisation pour ça. C'est juste un pré-processing, je rajoute des triangles en plus dans mon maillage. Donc, ça peut arriver aussi bien en 3D, faut pas s'étonner. Et pour cela, on peut rajouter des tétras supplémentaires qui vont rigidifier le maillage et qui vont interdire les doubles coverings. Voilà, donc j'arrive sur la conclusion. C'est jusqu'à présent, nous savions calculer des paramétrisations nous savions calculer des paramétrisations, je parle du graphisme moi, sans pli dans les paramétrisations,
en utilisant soit des cartes conformes, soit des versions de tut, d'embedding de tut. Maintenant, on peut faire plus de choses. Et donc, là, ça peut être très bien pour le remaillage en quad, comme je vous ai dit. Ça, c'est un exemple, encore un autre exemple, de déformation interactive sans inversion. Donc, j'ai pris un maillage 2D texturé de la pieuvre, et donc l'utilisateur comprend les sonnets, et ça reste lisse, il n'y a jamais d'inversion. Donc là, on peut enrouler les tentacules sur elles-mêmes, et ça pose pas de problème. Voilà. Donc je passe. Et donc ça, c'est un exemple en 3D, où je prends une clé, je fais une déformation partielle avec des éléments bien évidemment retournés, je mets des contraintes sur ma clé, et je démêle le maillage, et il n'y a pas de souci, en quelques fractions de secondes, j'arrive sur un maillage sans maille retournée. Il s'est remis. J'arrive sur un maillage sans maille retournée, et avec une distorsion qui est assez faible. Donc si je mesure la distorsion comme le déterminant jacobien, j'ai des valeurs qui sont très faibles, donc du coup j'ai vraiment une bonne carte. Ça marche. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Les cacoverings, dont on avait cette forme comme ça, cette fleur qui s'est retournée sur elle, ça dépend seulement de la balance sur un sommet. Dès qu'on a trop d'arêtes, là on peut avoir le marque qui tourne autour de lui. Oui. Là, il n'y a pas assez de degrés de liberté pour produire un truc qui marche. Il faut au minimum 5 voisins du sommet. Et donc quand on rajoute les triangles, ça incrémente la balance d'un autre sommet, non? Elle diminue. Sur le D. Donc je rajoute ce triangle-là, et du coup, dans ce voisinage, la valence diminue, et je peux pas avoir de double covering. Exactement pareil ici. Ce qui n'est pas évident pour moi encore, c'est quand on ajoute un triangle, on incrémente la balance d'un autre sommet, non? Non. Donc quand je rajoute un triangle, pour ce sommet-là, je vais avoir, on va dire, 2 voisinages. J'ai le disque topologique initial, et je peux voir ça, parce que là, c'est pas manifold. Hein. Ça, c'est pas une variété. C'est un triangle rajouté en plus. Oui, je rajoute un triangle en plus dans mon maillage. Ça me crée un maillage non manifold, mais de ma non-variété, je peux extraire plusieurs disques topologiques. Et il s'avère que, si j'extrais ce disque topologique, il ne peut pas avoir de double covering. Ce qui m'interdit le double covering, si j'extrais l'autre disque topologique de ma non-variété. Du coup, ça n'impacte pas les voisins à côté, parce qu'eux, ils gardent quand même leur voisinage initiaux. C'est vraiment beau, parce que là, je peux rajouter des triangles un peu n'importe comment, je m'en fiche de la connectivité. Mon énergie est définie par triangle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, alors ce serait pour savoir, dans le cas d'un ruban de Mobius, il faudrait prendre une carte avec la même méthode ou pas? Ou c'est pas dans les paramètres? Ruban de Mobius. Et du coup, on aura une torsion qui va se faire au recollement. Ruban de Mobius, pour le mettre dans un plan? En 3D du coup. Ah, donc nous, quand même, on bosse soit en 2D, soit en 3D. En 3D, il me faut un maillage tétraédrique ou hexaédrique. Parce que sinon, l'orientation d'un triangle en 3D, ça ne veut rien dire, c'est pas défini. Oui, c'est ça.
fait, en 2D, ça marche dans... Ça sera compliqué. Ouais, ça va être compliqué. 2D, c'est orientable, et le but de l'exercice, c'est d'orienter des choses. On peut l'épaissir, mais en soi, je prends un bout de papier, je le recolle, je peux faire très bien ça avec un maillage tétraédrique où il n'y aura aucun souci. Ok, oui, d'accord. Le résultat du TAP marche pour les graphes planaires, pour la représentation des graphes planaires avec des faces planaires, non? J'ai pas entendu, pardon. Le résultat, le théorème de TAP, il marche pour les graphes planaires. Oui. Seulement pour les quadrangulations, non? Donc, l'embedding de TUT, c'est effectivement le dessin de graphes planaires. Ça ne marche qu'en 2D. En 3D, ça ne marche pas. Non, mais 2D. Et pour face arbitraire, pas seulement pour les carrés, pas pour face quadrangulaire. Oui, ça peut être n'importe quel graphe planaire à condition que le bord est convexe. Oui. Du coup, ma question, est-ce qu'il y a des analogues si on a des trous convexes? Si on a des trous convexes, j'en connais pas. Et en 3D aussi, il n'y a pas? Bah, sauf erreur, notre truc, c'est la première chose qui apporte des garanties en 3D. Non, mais un théorème, c'est pas... Bah, j'en connais pas de théorème en 3D. En tout cas, TUT, ça ne marche pas en 3D. Les déformations que vous avez montrées en 2D sur la pieuvre à la fin, elles sont en temps réel. Oui. Est-ce qu'on peut atteindre du temps réel également sur des objets 3D? Parce que je sais que dans notre cas, on fait le même type de résultat avec la déformation MLS, sauf qu'on a beaucoup moins de contraintes ici, on arrive à enrouler les tentacules, alors qu'une déformation par mouvement du square, on va juste transpercer les données. Donc je me demandais si ça c'était applicable en 3D temps réel. Bah, en soi, oui. Juste pour dire, les temps de calcul, 2D, 3D, donc ça c'est la 2D, ça c'est la 3D, 10 puissance 5 sommets, et donc la plupart des choses, c'est une seconde. En sachant que c'est des problèmes compliqués où il y a beaucoup d'éléments à retourner, et donc du coup c'est tout le maillage qu'il faut bouger. Quand vous faites une édition interactive, vous ne changez qu'une petite portion de votre truc. Donc il n'a pas besoin de tout calculer. C'est ça. Que localement. C'est ça, vous pouvez faire localement, et de temps en temps, vous mettez à jour le reste, mais les choses compliquées, vous le faites localement, et il y a moyen de le faire de façon interactive. D'accord. Après, ça peut être un peu tricky, parce que quand même, oui, pour travailler localement, côté ingénierie, ça demande du boulot. Mais ça peut se faire sans aucun souci. Merci. J'ai une question. Là, en fait, cette approche, on peut l'utiliser peut-être pour l'animation aussi, parce que tu vas pouvoir contraindre les mouvements. Généralement, ça fait par un squelette, on va déplacer le squelette, il y aura du rigging qui va faire qu'on va déplacer la surface qui dépend de cette branche du squelette. Là, si on déplace, si tu contrains par exemple, un mouvement de bras dans une position, tu vas avoir tout le maillage qui va suivre en 3D. Alors, oui, ça peut marcher. Ceci étant, faut bien comprendre que donc calculer des déformations des objets, quand ça doit suivre de façon lente des contraintes qui bougent, c'est pas là la force de la méthode. Parce que vous partez d'une solution qui est bien, vous la bougez un tout petit peu, et elle restera bien. Vous n'avez pas de maille retournée, vous n'avez pas besoin. Donc le point fort de celui-là, c'est que nous savons démêler des choses. Car nous avons appliqué une contrainte violente qui me retourne les mailles, c'est là où la méthode est intéressante. Si vous parlez d'un moteur type Maya Blender ou je ne sais pas quoi, où les contraintes partent doucement, vous n'avez pas besoin de ça. Bah, ça va marcher. c'est l'artillerie lourde pour ça va marcher. Vous prenez la formulation sans la régularisation et ça marche direct, quoi. Donc là, c'est pas lourd. Hein. Là, je vous ai montré, il y a 30 lignes de code.
30 lignes de code, ça se résout rapidement, c'est pas lourd, mais c'est pas forcément nécessaire. Dernière question. Et au tout début, vous avez commencé par parler des... On avait un espace qui était facile, c'est un carré, on veut le transformer dans un cercle, des motos et des Z, non? Et donc, vous avez commencé par parler de fonction directe, f, et qu'après la fonction inverse marchait mieux. Oui. Et l'étape suivante, c'était changer la résolution, mais toujours sur la même idée de la fonction inverse. C'était ça, non? Oui, donc première, c'est juste l'équation de Laplace dans le sens direct. Seconde, c'est l'équation de Laplace dans le sens inverse. Et la troisième, c'est la même chose dans le sens inverse, mais la forme variationnelle. Donc du coup, ce n'est pas la solution de Laplace, c'est minimisation de l'énergie de Dirichlet. Alors, ma Mais, question, c'est oui. le fait de prendre la fonction inverse, il y a un truc théorique là-dedans, ou c'est juste que c'est mieux d'aller de difficile au facile, Bah. du facile au difficile? Donc, pourquoi il faut inverse? C'est que inverse, c'est là où la division par le déterminant jacobien apparaît, et c'est ça qui nous crée la barrière. Dans le direct, il n'y en a pas. Donc si on essaye au contraire, on a le z, et on Oui. veut transformer ça dans le carré, la fonction inverse va être meilleure que la fonction Oui. f. Oui, oui, Encore, d'accord. c'est ça. C'est pas par rapport parce qu'il y a un qui est plus facile que l'autre. Non, c'est juste le sens des variables. Et quels sont les domaines de départ et d'arrivée, peu me chaud. C'est juste qui sont des variables dépendantes, qui sont des variables indépendantes. C'est que ça. Merci. Merci, je vous propose qu'on fasse encore un... Je vous remercie beaucoup.